Bonjour Chloé, bienvenue dans notre tout premier épisode de la saison 2 du podcast Mona Lira. Aujourd'hui, Mona Lira avec Chloé Falsi. Bonjour Chloé, Bonjour, salut, merci de l'invitation. avec grand plaisir. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ton dernier roman, La mécanique des ailes, paru aux éditions Elie Sellas en 2025, un petit roman d'environ 220 pages, un peu plus de 4h20 en audio, qui est accessible sur notre médiathèque numérique en ligne et qui est encore en lice pour le prix littéraire de la ville de Lausanne qui sera remis le 2 février 2026 au théâtre Vidi à 19h, un lundi soir, sur inscription mais entrée libre. Qu'est-ce que ça fait d'être en finale d'un prix littéraire, le deuxième pour le coup, puisque tu étais aussi finaliste du prix RTS Radio-Télévision Suisse du public fin 2025, qui lui malheureusement ne t'a pas été décerné. Alors, en tout cas, d'être finaliste pour des prix littéraires, c'est toujours une reconnaissance de notre travail, donc c'est très enthousiasmant. Ça avait déjà été enthousiasmant pour le prix du public de la RTS. Après, le prix du livre de Lausanne, ce qui est vraiment très stimulant pour les autrices et auteurs, c'est que c'est vraiment une aventure sur 5 mois, avec des rencontres, hein. On se connaît aussi avec les autres autrices qui participent. On a fait des séances de dédicaces ensemble, on a été invité à participer à divers médias, donc c'est vrai que ça crée vraiment une aventure autour du livre, donc c'est vraiment un prix événementiel, et puis ça, c'est vrai que c'est particulièrement apprécié pour ce prix en particulier. Tu parles d'une aventure autour du livre en parlant du prix de la ville de Lausanne. Il y a aussi toute une aventure autour de la création littéraire, puisque tu as mis un certain temps avant d'accoucher de ton second récit. Ton premier roman est paru en 2017, Balkis, et il a fallu attendre 2025 pour voir sortir de presse La mécanique des ailes. Comment abordes-tu ton processus d'écriture et comment te viennent les idées et pourquoi un temps de gestation aussi long? Alors, c'est assez compliqué à dire, mais je pense que c'est aussi la vie en fait à côté. Et tu as parlé d'accouchement. Il y a eu 2 autres accouchements organiques cette fois et pas de papier qui m'ont pas mal occupé pendant ces années. Et puis bon, bah, c'est vrai que tous les auditrices et auditeurs se rappelleront que c'était les années du Covid-19 qui a vraiment aussi créé une sorte d'engorgement éditorial. Donc je pense aussi que ça permettait à pas mal d'autrices et d'auteurs, en tout cas ça a été mon cas, à vraiment revenir à la création, à l'écriture. Il y a des projets que j'ai écartés parce que j'estimais qu'ils n'étaient pas d'assez bonne qualité. Et ça m'a pris un petit moment avant de trouver vraiment la prochaine matière, hein, que j'estimais assez passionnante et assez stimulante pour un deuxième roman, donc avant de tomber sur Eugène Gabrichevski. Bah, tu nous offres une transition toute trouvée, puisque tu parles d'accouchement organique et, euh, et du coup, c'est vraiment une thématique qu'on retrouve dans la mécanique des ailes, puisque, comme tu le mentionnais à l'instant, dans ce roman, il est question du récit de vie librement inspiré de la biographie du peintre d'art brut, enfin de l'artiste d'art brut plutôt, et du scientifique Eugène Gabrichevski, dont tu vas pouvoir nous parler, qui est notamment connu pour avoir réalisé un certain nombre de travaux scientifiques autour des mouches, avec les mouches plutôt, on y reviendra, mais pas seulement, aussi en travaillant sur un certain nombre d'autres insectes, et en créant énormément de contenu artistique à partir de matières brutes. Oui, et là, c'est vrai qu'il y avait aussi peut-être une fascination pour le procédé créatif. Alors là, le procédé créatif plutôt qui s'apparenterait, enfin qui est la peinture, hein, donc avec cette espèce de boue matrice en fait. C'était vraiment cette idée aussi du côté organique de la peinture, donc comme un travail de recherche. Et c'est vrai que le vrai Eugène Gabrichevski, parce que c'est vrai que la personne que je traite dans le livre, c'est plutôt un avatar fictionnel qui relève aussi de mes propres inspirations et de beaucoup de projections. Mais la vraie personne, et ça je trouvais que c'était très intéressant, a eu une expérimentation formelle aussi au cours de sa vie, donc vraiment d'utiliser notamment le procédé du hasard en faisant émerger des tâches
avec la peinture et puis ensuite de voir dans ses tâches des visions qu'il affinait avec le pinceau. Donc il y avait une réelle recherche formelle qu'on peut aussi apparenter à son travail scientifique et c'était vraiment là de nouveau un sujet tout trouvé parce que pour moi c'était aussi quelque chose que je pouvais apparenter à mon propre processus créatif parce que quand on écrit, c'est des visions qu'on poursuit en fait aussi. Des visions qui, en l'occurrence, pour Eugène, le poursuivent dès très tôt dans sa vie, puisque tu le mentionnes assez rapidement dans le roman. Eugène dessine, crée avant même de parler, ce qui crée beaucoup de complications à la maison, puisqu'il a une mère relativement autoritaire qui s'agace passablement de le voir utiliser tout type de matériaux dans le jardin, mais aussi sur les meubles de la maison. Et voilà, tout matériau est bon à utiliser pour laisser s'exprimer sa créativité débordante et pour extirper ses visions et genre, on dira pas des hallucinations à ce stade, mais vraiment ses visions, ses rêves, et les extirper comme on sortirait finalement des mots, ou peut-être même des mots MOTS pour les auteurs et autrices, et en les couchant finalement et en leur faisant, en leur rendant vie. Je te propose qu'on entre dans le récit avec l'extrait qu'on a choisi ensemble et qui parle justement de ce processus créatif. Au départ, il n'y a que le vide. Puis un coup de rage recouvre la surface pure. Des aplats se créent, se chevauchent, maculés çà et là de conglomérats encore entiers. Le geste se répète une, deux fois, violant encore l'étendue, désormais souillée d'une texture épaisse et grasse. Mais de cette inondation de matière, de ces éléments qui se mêlent au hasard, émerge une forme et quelque chose s'éveille au fond de ma mémoire. Dans ma tête, ce n'est plus blanc, ce n'est plus terne. Ça s'anime comme une machine abandonnée à la poussière. Ça se débat, grince, hoquette, voudrait replonger dans l'inertie. Mais l'idée est là. Elle s'accroche et reste. Je détache le pinceau de la feuille. L'âme retirée de ma tête, ses poils sont encore englués de peinture. Je me saisis d'un autre, plus fin, la tête en bas, dégoulinant de noir. Lui n'est pas aveugle. Il voit. Reconnaît dans le canevas de gouache des chemins, des cavités, le décor d'un autre monde. Il choisit, trace. Parfois il se retourne et son manche creuse des sillons dans la couche de peinture encore humide, l'arrachant comme on gratterait la croûte d'une plaie. Des architectures imaginaires apparaissent, des silhouettes ressemblant à des colliers de cellules, dotés d'yeux, de bouches, qui me regardent d'un œil interrogateur. Prise en flagrant délit. De quoi? De vivre? Faites de peinture et de papier, elles ne ressentent rien, ne sont rien. Au départ, il n'y a que le vide, le geste d'un homme qui n'a de vif que son esprit branlant. Dans cette alchimie d'enfant, ce désir puéril et dérisoire de dessiner, se cache tout le mystère de la création. Une union bâtarde, d'eau terreuse et de mauvaise gouache sur le dos d'un calendrier. Et par ce miracle, ma main fatiguée et mon imaginaire en lambeaux, l'espace d'un instant, cette matière inerte prend vie. On retrouve ici tout ce qu'on mentionnait à l'instant, à savoir ce côté très organique, hein, la terre, la matière inerte qui prend vie, donc vraiment le vivant, ce qui s'extirpe de la terre, finalement les insectes aussi, hein, à un moment donné, pour l'entomologiste. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce passage, c'est aussi le parallèle qui est fait avec l'esprit d'enfant. Tu mentionnes à plusieurs reprises dans le récit, notamment dans les premières pages qu'il introduisent, le fait que la créativité, pourquoi est-ce que les enfants sont si créatifs? Est-ce que c'est justement parce qu'ils sont encore tout près de cet élan de vie qui leur a été impulsé par la mère en venant au monde? Et est-ce que c'est pour ça qu'on a cette liberté dans la création dans l'enfance que peut-être on se réprime, ou en tout cas qui se dilue en vieillissant? Et est-ce que pour toi, en l'occurrence, ce processus créatif était aussi vif dans l'enfance qu'il l'était pour Eugène? Oui, c'est venu très tôt, mais je pense comme pour beaucoup d'enfants, il y a
un besoin. Et moi, je me rappelle que c'est beaucoup passé, comme beaucoup d'enfants au départ, par le dessin. On représente le monde et comme ça, on essaye de le comprendre. Et c'est une manière de le toucher aussi, ou en tout cas de lui donner un corps, hein. Et j'ai l'impression que les artistes ou les écrivains, c'est ceux qui continuent cette espèce de délire, en fait. Ça dépasse l'enfance et on continue à créer, pris en flagrant délit de créer. Et après, ben moi, ça s'est effectivement plus manifesté par l'écriture. Et surtout, en fait, ce que je voulais rendre et ce qui, moi, m'a toujours beaucoup touchée dans beaucoup de vies, en tout cas d'artistes, d'art brut, c'est que dans des endroits très dépouillés, on voit que la force de création parfois nous sauve, ou en tout cas est tellement irrépressible que, en tout cas là, dans ce cas, il va prendre au départ des papiers de calendrier, des feuilles un peu récupérées pour pouvoir dessiner. Au départ, le livre s'ouvre où il supplie une infirmière de lui donner de la gouache, même de mauvaise qualité, parce qu'en fait, ça doit sortir et c'est en fait un élan de vie. Même si ça paraît un peu dérisoire, ça le maintient en vie. Et je pense que beaucoup de nous, en tout cas, ça nous donne des clés de compréhension du monde, en tout cas. On le dit, tu le disais à l'instant, il récupère vraiment tout le matériel possible et imaginable au début du récit, et on va reparler de ce point puisque tu joues habilement sur deux trames temporelles distinctes. Le début du récit s'ouvre avec un Eugène Gabrichevski qui est interné. On parlera tout de suite dans les minutes qui suivent de pourquoi il est interné. Et dans ces instants-là, il demande de la peinture au personnel infirmier, mais il se fait aussi une mission de récupérer tout le matériel possible sur lequel il pourrait dessiner ou avec lequel il pourrait réaliser des œuvres artistiques. Il va voler du papier radiographique, il va voler des feuilles, il va voler des œufs dans la cuisine, prendre de la terre dans la cour pour créer j'allais dire un substrat, c'est pas vraiment le terme, mais disons une peinture rudimentaire avec laquelle il pourra essayer voilà, de créer, de mettre vraiment les mains dedans. C'est sale parfois, et d'ailleurs, sa mère, même quand il est enfant, s'en plaint beaucoup, hein, de dire mais tu reviens toujours crotter jusqu'aux oreilles, on me passera l'expression, parce qu'il a passé sa journée dans la terre, soit à observer les insectes, soit justement à être vraiment très proche de cette matière. Et c'est peut-être aussi l'occasion de définir ce que c'est que l'art brut pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, puisque en l'occurrence, tu n'es pas arrivé, toi, à Eugène Gabrichevski par hasard. L'art brut, tu l'as côtoyé pendant 5 ans de ta vie, alors que tu n'as pas du tout réalisé d'études d'art. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, définir l'art brut et comment tu es arrivé à l'art brut? Oui, alors l'art brut, peut-être de façon assez résumée, c'est en fait l'art fait par des personnes qui n'ont pas de formation artistique et donc qui vont s'affranchir de certains codes formels, souvent des personnes issues d'une marge, quelle qu'elle soit. Et puis souvent qui vont être assez inventifs dans les techniques utilisées. Alors à l'origine, c'est vrai que pas mal d'artistes, d'auteurs d'art brut historiques, disons, qui sont exposés à la collection de Lausanne, en tout cas, à la collection de l'art brut de Lausanne, venaient d'hôpitaux psychiatriques ou de prisons, où par définition, il y a un manque de ressources. Donc ça, c'est peut-être pour une définition assez sommaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Eugène Gabrichevski, on pourrait dire que lui est aussi à la marge de cette définition parce qu'il a eu une éducation même très poussée par ses précepteurs, préceptrices en Russie. Mais c'est comme s'il y a une rupture, ou en tout cas qu'il s'en était détaché une fois qu'il a été interné en hôpital psychiatrique. Et pour ma part, c'est vrai que moi, c'est un musée où j'allais énormément quand j'étais petite, la collection de l'art brut, parce que ma mère nous emmenait très souvent au musée. C'est très souvent à Photo-Élysée, on allait beaucoup à Genève aussi, notamment au musée d'histoire naturelle. Et c'est vrai que c'est un musée qui m'a marquée depuis toute petite. Je me rappelle des masques en coquillage, notamment, qui me fascinait en étant petite. Je trouvais que c'était de l'art qui parlait en fait à un niveau d'ailleurs assez primaire à la petite fille que j'étais. Et donc, plus âgée, en parallèle de mes études, ils cherchaient des guides conférencières et puis je m'étais portée candidate. Et puis, j'ai effectivement travaillé pendant 4-5 ans en parallèle de mes études de lettres à l'Université de Lausanne.
Tu parles de ta mère qui t'a donné le goût des musées, le goût à la culture. La figure de la mère d'Eugène Gabrichevski est aussi très présente tout au long du récit, du début à la fin. Il va même probablement jouer, enfin en tout cas jouer un rôle assez important dans son point de bascule au niveau de sa maladie mentale, puisque Eugène Gabrichevski, on l'a dit tout à l'heure, est interné en asile psychiatrique. Il va y passer quasiment un demi-siècle, 49 ans, Oui, c'est juste. interné en 1929 et décédé en 1979, 79. voilà. Oui. Même, ouais, voilà, presque 50 ans. Et en l'occurrence, lui, il a une mère vraiment très autoritaire. Donc, Eugène est né en 1890, toute fin du 19e siècle, et sa mère veut absolument le voir réaliser de brillantes études. Il faut quand même mentionner qu'il est fils d'un éminent scientifique qui a œuvré très concrètement, de manière avancée, sur le vaccin de la scarlatine. Il a malheureusement pas pu voir l'aboutissement de ses recherches, puisqu'il est décédé, tu le cites d'ailleurs dans le roman, par l'un de ses sujets d'études, finalement, qui l'aura fait tomber malade. Et du coup, Eugène va être vraiment poussé par sa mère à faire le meilleur, etc. Et clairement, pour elle, l'art n'est pas le meilleur, c'est pas un métier. Oui, 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 et ça, c'est vrai que je trouve aussi intéressant de jouer. Alors, de nouveau, je trouve très intéressant parce en t'entendant parler, j'ai toujours de la peine à me rappeler ce qui relève de la fiction, donc de mes projections et de ce que j'ai inventé, ou bien des éléments biographiques que j'ai pu récupérer sur Eugène Gabrichevski. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui ressort, c'est que sa mère voulait en plus probablement le meilleur pour eux, mais les a énormément poussés. Elle voulait vraiment que tous ses fils, enfin ses enfants, aient la meilleure éducation possible et qu'ils aient une éducation complète. Donc ça voulait dire en sciences, en art également. Mais effectivement, ça ne voulait pas dire qu'il devait en faire son métier. Elle le voyait effectivement continuer en tant que biologiste, donc sur les traces de son père. Et c'est vrai que ça, je trouve très intéressant parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir vu nos parents ne pas forcément encourager nos choix d'études. Je me rappelle quand j'avais pris j'avais pris une année sabbatique pour écrire mon premier roman. Mais mes parents n'avaient pas sauté de joie non plus. Et pourtant, ils nous ont beaucoup stimulés et nourris quand on était, quand on était enfant, en tout cas, de vraiment ouvrir notre palette d'opportunités. Mais quand ça se concrétise, on a souvent peur pour ses enfants. Est-ce que toi, à un moment donné, tes parents t'ont dit « Ah non, ça, c'est pas un vrai métier ». Non, par contre, quand je suis partie, là, c'était aussi, je suis partie en Angleterre rejoindre mon compagnon, qui est toujours mon compagnon d'ailleurs, mais qui faisait son doctorat là-bas. Je me rappelle que ma mère m'avait dit, mais tu me fais peur avec ton projet, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant une année? Et puis quand même, mener un manuscrit à terme, ça va être compliqué. Et je lui disais, non, non, mais fais-moi confiance, laisse-moi une année. En tout cas, la discipline pour le faire, je l'aurai, je reviendrai avec un texte fini. Mais ils n'ont jamais découragé ni mon frère ni ma sœur dans ce qu'on voulait faire. C'était toujours plutôt des points d'attention. Euh, Pas toujours pertinent, c'est vrai que ça m'a fait rire de repenser que tu parlais que je n'avais pas fait d'histoire de l'art. Ma maman notamment m'avait découragée en me disant qu'il n'y avait pas assez de débouchés. Et en fait, je pense que ça m'aurait été assez utile parce que en fait, mes études en lettres, l'anglais et l'italien, c'est pas que je l'utilise au quotidien non plus. Donc voilà. Un bon entendeur. À bon entendeur, hein. Si quelqu'un nous écoute et est parent, voilà, encourageons l'apprentissage de l'art. Ouvrir la palette des possibles. Et du coup, ça m'amène à un point intéressant. On parle d'éducation. L'éducation qui a suivi Eugène et qui ont suivi ses frères également, puisque tu le disais, la mère d'Eugène Gabrichevski était vraiment très regardante sur l'éducation de ses enfants, hein. Il faut savoir que c'était une famille issue de l'aristocratie, enfin, de la haute aristocratie russe quand même, donc évidemment pas vue d'un bon œil au moment de la Révolution, forcément. Mais par contre, avant cet événement, elle a tout fait pour pousser ses enfants, pour leur donner la meilleure éducation, notamment au moyen de précepteurs privés et en leur prodiguant entre autres des cours de dessin, mais aussi des cours un peu plus fastidieux qu'Eugène ne suit pas avec beaucoup de gaieté de cœur. Et là, je propose qu'on lise ensemble le second extrait de ce podcast.
Le livre s'abattait sur ma tête à intervalles irréguliers, impossible à prévoir. À chaque fois, le geste était précédé d'un souffle sur nos nuques. Mon frère et moi nous raidissions, sans savoir sur lequel le poids du manuel d'histoire tomberait. Quel roi régnait sur notre pays il y a 200 ans? Lequel? La langue et l'esprit inertes, nous attendions que le coup s'abatte, tandis que le professeur criait que nous étions des ânes. Il était austère, brun et rachitique comme une plante abandonnée en haut d'une étagère. Il avait passé tant de temps dans les livres que les verres épais de ses lunettes ne suffisaient même plus à corriger sa vue, rongée par la myopie. Pour lire, il devait approcher le manuel de son visage, son long nez collé à l'encre et au papier qu'il aimait tant. Moi, je le détestais avec une haine féroce. Il essayait de faire entrer le savoir en boursouflant nos crânes. Peut-être aurait-il été plus efficace de se pencher au-dessus avec un scalpel, inciser l'os et la peau pour y loger ses noms et ses dates. Je n'y arrivais pas. Je ne voyais pas l'utilité de retenir ces informations. Si nous ne pouvions plus les changer, à quoi cela rimait-il de les connaître par cœur? Tant de choses qu'on tentait de m'inculquer ne voulaient rien dire. Les règles arbitraires de l'orthographe et de la grammaire, contraintes absurdes, dénuées d'intérêt. Tout ça, c'était bon pour Colia, qui apprenait de manière aveugle et servile, sans rien remettre en question. Je continuais à rédiger mes compositions de manière phonétique, rendant fou notre précepteur, qui invoquait le diable lorsqu'il lisait mes textes. « Pourquoi n'as-tu pas respecté les règles ?» continuait-il de me demander. Et ma réponse était toujours la même. Parce qu'elles n'ont aucun sens. Penchée sur mon pupitre de bois, je suivais les cours prescrits par ma mère avec une obéissance feinte, les dents serrées sur un os de rancœur et de défi. En silence, je me répétais « Qu'importe les heures où vous me tenez immobile » et me faites asseoir sur une chaise pour m'imposer vos leçons d'histoire ou de géographie. Qu'importe la fermeté de maths, le nombre de coups sur ma tête. Vous ne me forcerez pas à savoir ce que je n'ai aucun désir d'apprendre. Colia, c'est donc le frère aîné qui, lui, en l'occurrence, va adhérer assez rapidement au nouveau régime, s'intéresser beaucoup à l'architecture communiste, à la création de blocs en béton où tout le monde est égal, voilà, dans des baraquements qui sont tous similaires les uns les autres. Et Matt, le diminutif affectif pour la mère, du coup, en russe, mots en russe d'ailleurs qui t'ont été soufflé par une amie. Oui, Marine, que je salue vraiment aujourd'hui. Donc oui, Matt qui veut dire mère, en fait. Donc de manière, même pas un diminutif, c'est vraiment le nom vraiment de mère, en fait, en disant donc même avec respect. Et on le voit dans cet extrait, une éducation assez rude, hein, qu'on pouvait déjà encore retrouver même au début du XXe siècle dans nos écoles occidentales, mais une éducation qui vraiment se veut très formaliste, apprentissage des périodes historiques, des dates, etc. Ce qui, pour lui, ne fait absolument aucun sens, alors que, en comparaison, un peu plus tard dans le récit, vont venir lui donner cours, ainsi qu'à ses frères, un couple, un frère et une sœur. Un couple de frères et sœurs. C'est ça, exactement. Donc, qui viennent exercer ensemble, Gretchen et Martin, qui vont apprendre à ces jeunes garçons, notamment les rudiments, et plus que les rudiments des sciences, mais beaucoup par l'expérimentation, par l'expérientiel, en fait. Et j'aimerais bien que tu nous donnes, toi, ta propre expérience de l'éducation. Comment toi, tu as vécu le scolaire? Est-ce que pour toi, c'était aussi quelque chose d'aussi rébarbatif que pour Eugène, d'apprendre toutes ces dates et ces périodes par cœur? Quel rapport tu avais, par exemple, à la grammaire et à l'orthographe, comme lui qui fait exprès d'écrire en phonétique parce que pour lui, ces règles n'ont aucun sens, littéralement? Non, alors là, je vais devoir me mettre en faux. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment, je pense, été une bonne élève et une première de classe pendant toutes mes études. J'adorais le français depuis toute petite, puis les règles m'amusaient beaucoup.
Mais c'est vrai que dans la biographie et les éléments biographiques que j'ai pu attraper d'Eugène Gavričevský, c'est vrai qu'il disait que son frère, quand il parlait de lui, qu'il avait une personnalité très sensuelle et qu'il devait vraiment apprendre par l'expérience. Et que justement, notamment des règles qui ne faisaient pas sens, qui étaient figées, comme la phonétique, il les rejetait. Il devait vraiment expérimenter les choses. Justement, d'où aussi d'aller chercher les insectes, de même les mettre en boîte pour les étudier, des fois même de les piquer là avec ses épingles pour les mettre dans des boîtes, et les étudier, les inventorier, mais ça devait passer par une certaine quelque chose de palpable. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment parler là-dedans et peut-être qui a plus résonné avec mon parcours, c'est que je me disais que les sciences, je ne sais pas vraiment, je pense pas que c'était quelque chose qui a été fait exprès, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment été poussée en tant que fille aussi dans les études de lettres, la communication. La science me semblait quelque chose d'ardu, de trop rigoureux. Et je me dis qu'en fait, si ça avait été amené par des chemins de traverse ou une façon peut-être plus inventive de faire, je pense qu'elle est tout à fait à notre portée parce qu'en fait, il y a aussi de l'invention dans le langage artistique ou dans la compréhension de la science. Parce que là aussi, on parle de nouveaux modèles, on parle de nouvelles représentations du monde. En tout cas, à un moment, les scientifiques ont dû l'imaginer tel quel. Et je pense que souvent, on a trop tendance à opposer langage scientifique et langage artistique. Et effectivement, c'est ce que j'ai voulu dépasser dans le livre, montrer vraiment les ponts qu'il y avait dans les deux. Et lui, justement, tant dans l'art que dans la science, ce narrateur, hein, eh bien, il va justement essayer de le découvrir par une forme d'expérimentation. Donc, ça ne peut pas être une science aride. Ça ne peut pas juste être des règles d'orthographe ou de grammaire. Et d'ailleurs, dans la postface signée Michel Thévaux, ancien directeur de la collection de l'art brut, il cite René Thom, qui dit ceci: ce qui est rigoureux est insignifiant. Alors, insignifiant, je ne sais pas. En l'occurrence, il y a quand même beaucoup de rigueur dans le travail scientifique, mais aussi dans le travail créatif. Parce que quand on crée, et tu vas certainement pouvoir nous dire quelque chose là-dessus, on s'astreint généralement à une certaine rigueur, même si tout n'est pas rigueur, comme tout n'est pas rigueur dans le travail scientifique. Oui, exactement. Et je trouve qu'on oppose trop souvent parce qu'un artiste, souvent aussi, va devoir calquer des plages horaires hein, pour pouvoir créer. On est contraint par toute la vie, mais comme pour tout le monde, hein, des courses à faire, le ménage, les enfants à aller chercher à l'école ou d'autres activités annexes. Donc c'est vrai que je pense que ça demande une rigueur qui n'est pas toujours mise en avant. En tout cas, moi je trouve que l'écriture, à titre personnel, demande énormément de travail. Il y a une grande partie d'intuition, peut-être dans des premiers jets, mais là encore, c'est quelque chose qui est travaillé. Et après, quand on relisse, c'est le texte et puis une certaine relecture, et de nombreuses relectures, ça demande énormément de rigueur. Et je pense que, à contrario, effectivement, la science demande énormément de travail, mais, et de rigueur aussi, mais sans une certaine inspiration parfois pour penser ou prendre un chemin qu'un autre confrère, une autre consoeur n'aurait pas pris. Ça, on n'a pas ce clic, alors c'est ce fameux Eureka, mais effectivement, ce moment où on arrive à dire j'ai trouvé, et qui vient justement avec le travail, mais sans cette espèce d'impulsion, cette inspiration, ça, de nouveau, ça reste inerte. Tu m'ôtes les mots avec le Eureka parce que justement j'allais te lancer dessus. Il y a énormément de scientifiques, en tout cas les personnes qui ont fait des grandes découvertes, souvent l'ont admis en interview ou dans des biographies, etc., ou dans des interviews, avoir eu justement ces espèces d'éclats de génie, entre guillemets, ou pas qu'entre guillemets d'ailleurs, dans des moments de rêverie ou de repos, ou justement de relâchement finalement du travail intensif, parce que c'est dans ces moments-là que potentiellement on a les idées qui vont prendre d'autres chemins en fait. Oui, et puis là, moi, je trouvais qu'il y avait une formulation, et je ne sais plus où je l'avais trouvée, mais que je trouvais qu'il résumait très bien. C'était une phrase qui disait, il me semble, l'art, c'est une science mystérieuse, la science, c'est un art énigmatique.
C'est une belle phrase. Je ne sais pas de qui elle est, mais c'est une belle phrase. Là, attrapé dans mes recherches, je l'avais retrouvé dans un des carnets que j'avais notés. Et je trouve que justement, on retrouve ça. Et effectivement, alors bien sûr, ça va venir avec du travail. Et ces scientifiques vont le dire. Oui, bien sûr, c'est pas juste que ça nous est tombé dessus comme la fameuse pomme de Newton, d'ailleurs, qui est, je crois, largement un mythe. Oui. Ça vient avec du travail. Mais pour que la pomme tombe, mais par contre après effectivement cette inspiration, il y a de nouveau cette partie de mystère qu'on peut corréler à la création artistique. Est-ce que toi, tu as eu un moment eureka dans la rédaction de ce livre? Oui, mais c'était tous les moments où on a l'impression que ça coule complètement, que les images viennent et qu'il y a une sorte alors de nouveau, ça va faire très ésotérique et je suis quelqu'un de très cartésien dans la vie courante, mais vraiment comme s'il y a une voix qui arrive et qu'on retranscrit par les mots et que ça se fait complètement et de nouveau de façon organique. J'ai pas de meilleur terme de la tête à la main à la feuille de papier. Je travaille toujours en écrivant d'abord de manière manuscrite avant de retaper. Ça fait d'ailleurs un premier tri. Et ça, c'est les moments Eureka. C'est vraiment les moments qui s'écrivent tout seuls. Et puis à ceux-ci, vont s'ajouter tous ceux où ce sera beaucoup plus laborieux, où il faudra retravailler, réécrire et attendre un autre moment Eureka. Et on n'est pas sûr quand il reviendra. je, Au-delà de ce moment Eureka, qui effectivement ne revient pas forcément, hein, si certaines personnes en ont un une fois dans leur vie, et peut-être que d'autres n'en ont jamais eu et n'en auront peut-être jamais, et c'est pas forcément un problème de ne pas avoir de moment Eureka. En l'occurrence, Eugène, on n'est pas trop certain qu'il en ait eu un. En tout cas, dans le récit, on n'a pas l'impression qu'il arrive au bout de ses découvertes sur son travail intensif sur les mouches. Donc, il sera, au cours de ses études, amené à traverser l'Atlantique de manière assez propice, puisque ça lui permettra aussi de quitter le vieux continent après la Révolution d'Octobre et d'aller étudier à l'Université de Columbia, où il va prendre un poste de doctorant à du coup New York, où se trouve l'université en question. Poste dans lequel il va être amené à travailler non pas sur les scarabées et les papillons, qui sont ces spécimens de prédilection, comme indiqué dans le roman, alors est-ce que c'est vrai ou pas, tu pourras nous le dire, mais sur la musca domestica, donc la mouche commune, quoi, la mouche à vinaigre, celle qui fait sentir les poubelles en été, comme le dira très justement sa fiancée Justine, qui se demande pourquoi il travaille de manière si intensive sur les mouches. Et tout au long de son parcours de scientifique à l'université de New York, il va travailler très intensément, très dur, sans compter ses heures de travail. D'ailleurs, on le lui indique, hein, ici tu vas pas compter tes heures de travail, et toute son équipe non plus, le reste des doctorants. Et au moment où sa santé mentale va commencer sérieusement à battre de l'aile, il cumule les jours sans quasiment aucune heure de sommeil, des heures supplémentaires au labo, parce qu'il y a des échéances notamment d'articles à terminer. Est-ce que toi, ça t'est arrivé alors peut-être pas d'être autant dans un manque de sommeil, j'espère pas, je ne te le souhaite pas, mais est-ce que ça t'est arrivé pour tenir des échéances, de te retrouver dans des états sous pression autant qu'on peut le lire dans le roman? Non, alors heureusement pas. Je crois que c'est quelque chose, et puis moi mais je pense que je deviendrai folle d'ailleurs assez vite parce que j'ai beaucoup de peine à travailler sous stress. En revanche, j'ai observé mon compagnon lors de ses examens à l'EPFL. Oui, parce que c'est aussi effectivement un grand intérêt que j'ai eu aussi pour la science. C'est aussi venu justement de cette trajectoire, ou en tout cas du couple qu'on a formé assez cliché. Moi, j'étais lettreuse à l'Université de Lausanne, lui scientifique en chimie à l'EPFL. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le voir, mais complètement sous pression aux examens, où ils avaient des sessions à 10 examens. Les sessions d'hiver, ils passaient presque pas les fêtes de fin d'année avec nous parce qu'il fallait aller travailler. Et c'est vrai que dans la recherche, encore maintenant, le milieu est très compétitif. Et c'est vrai que la course à la publication avait déjà cours dans les années 20. Donc ça, c'est vrai que c'était une réalité
auxquels j'ai un peu pu assister. Et des gens scientifiques m'avaient dit oui, mais c'est assez bien rendu. C'est vrai que dans certains milieux, c'est très très pressurisé et il faut vraiment publier le plus vite possible. Et je te propose qu'on découvre ensemble, via la lecture d'un troisième extrait, pourquoi les mouches, justement, et puis la passion que Jeanne a vraiment pour son métier, pour sa recherche, qu'il fait en l'occurrence découvrir dans cet extrait à Justine, qui va devenir sa fiancée, qu'il a rencontrée à New York et qui est une fille de bonne famille française, en l'occurrence. Je reposais la fiole, m'approchais d'elle pour ôter le collier de perles qu'elle avait au cou. Puis je pris une autre fiole, la maintenant à hauteur d'yeux. Tels deux amants sur le toit du monde, un mâle saillait une femelle sur un monticule de fruits macérés. Les larves de la drosophile ont la particularité d'avoir des glandes salivaires géantes. Nous avons pu les disséquer au microscope. À l'intérieur, nous avons observé leurs chromosomes sous la forme de fins filaments. Nous pensons que l'information génétique se trouve là, disposée à la manière de perles, sur ton collier. Je fis rouler une boule, puis une autre, douce et chaude sous mes doigts. Celle-ci serait les yeux rouges, celle-ci les ailes nervurées. Mais la nature fait des erreurs. Elle ne reproduit pas toujours les gènes parfaitement lors de la reproduction. Parfois, le hasard fait que certaines perles ne sont pas comme les autres, car elles portent une mutation, comme les yeux blancs, ou une seconde paire d'ailes tordues. En réalisant que je m'emportais, je guettais sa réaction. Mais elle ne paraissait pas agacée. Au contraire, elle me dévisageait comme si elle découvrait une nouvelle part de moi, belle à regarder. Si vous ne pouvez pas les voir, comment savez-vous où ces gènes se trouvent? C'est simple. Enfin, en principe. Nous faisons des études quantitatives. À nouveau, ses sourcils se froncèrent. Les différents gènes sont situés à des endroits bien précis sur le chromosome, dis-je en montrant les dizaines de bouteilles sur les bureaux et les étagères. On sélectionne des individus présentant certaines particularités physiques, puis on les amène à s'accoupler en les croisant, puis en les recroisant encore. C'est pour cette raison que nous utilisons les mouches, parce qu'elles se reproduisent très vite. En calculant les ratios d'occurrence d'un gène donné dans une génération issue de parents mutants et normaux, on arrive à déterminer exactement où ils sont situés sans les voir. En bref, le pourcentage d'anomalies, de mutantes, nous permet de dresser une carte des chromosomes. Justine s'empara de quelques flacons au hasard pour les regarder, les yeux dans le vague. Très bien, vous comprenez où se trouvent les gènes des mouches sur leurs chromosomes. Qu'est-ce que ça change au monde? Je regardais dans la fiole où les deux amants avaient achevé leur accouplement. Ils s'étaient séparés, chacun reprenant son vol. Tout, Justine. Ça change tout, parce que les humains sont probablement régis par les mêmes lois. Imagine ce que cela implique. On lit pas ce passage jusqu'au bout parce qu'il est assez long. Et il se trouve que Justine et Eugène vont faire l'amour aussi dans le laboratoire. Et là, c'est une scène assez intéressante parce que on passe des observateurs humains qui observent les mouches aux mouches qui deviennent du coup spectatrices de l'accouplement du couple. Et en fait, on a vraiment une érotique assez intéressante dans ton roman. C'est surtout autour des insectes la plupart du temps, parce que les femmes ont un rôle existant, certes, mais plutôt secondaire, à part pour Justine, puisque aucune femme n'est assez bien pour la mère d'Eugène, sa première amie infirmière en Russie, pas infirmière, mais qui fait des études, elle explique clairement à Eugène que jamais il épousera une roturière. Il se trouve que peu de temps après, elle est potentiellement peut-être enlevée par le régime, ou en tout cas, on n'a plus de nouvelles d'elle assez rapidement. Clairement, elle lui signifiera que non, il est hors de question pour qu'Eugène épouse une étrangère, que tant qu'elle est vivante, c'est sa mère ou rien. Ça, c'est un autre point dans le récit. Mais ce qui est vraiment, ce que tu rends, je trouve particulièrement bien dans ce passage, c'est vraiment cette question du fait qu'en travaillant sur les mouches, on va reproduire au début des années 20 les expériences qui avaient été menées précédemment, notamment par Mendel, sur des plantes, en l'occurrence des plants de haricots, qui lui avait déjà démontré en fait justement les passations génétiques entre certaines plantes et la
manière dont certains traits se reproduisaient d'une génération à l'autre de plantes selon les croisements, on n'avait pas encore réussi avant ça à trouver justement ces mêmes processus de reproduction et justement à déterminer les lois de l'hérédité génétique avant ces premières expériences en labo menées à l'université de Columbia et du coup le faire sur les mouches. Est-ce que ça t'a inspiré aussi la volonté de rédiger ce roman, cet aspect scientifique, ou ce qui t'a fait entrer finalement dans la rédaction de l'œuvre, c'était plutôt le côté artistique de l'œuvre d'Eugène Gabrichevski? Oui, alors c'était vraiment son œuvre, la première porte d'entrée. Mais quand j'ai su qu'il était entomologiste, moi j'ai vraiment eu un peu, pas une réalisation, mais je me disais, mais c'est super intéressant les insectes. Et ça paraît un peu idiot de le dire comme ça, mais je me disais, mais c'est fou qu'on ait découvert les lois de l'hérédité qui nous régissent sur des mouches. Et c'était vraiment en fait à la base un coup de chance. C'est des scientifiques effectivement qui s'étaient dit, bon ben on va essayer dans le labo de T.H. Morgan avec les drosophiles parce qu'elles se reproduisent vite. D'ailleurs, Mendel, c'était assez incroyable qu'il ait réussi à faire ça avec des petits pois, des petits pois ou des haricots, je sais plus. Mais ça prend beaucoup de temps, c'est très compliqué. Là, avec des mouches, en 10 jours, le cycle complet est achevé. Donc, de la larve à l'adulte, elle est qui peut s'accoupler. Et là aussi, mais je me disais, mais c'est tellement beau, c'est une sorte, j'ai utilisé ce terme plusieurs fois pour parler du livre, mais de poésie de la boue. Il y a ces espèces de petites larves, là, justement, après, qui sont là, donc qui sortent de leurs œufs. Ensuite, il y a cette métamorphose complète, comme le cocon du papillon, qui font qu'elles vont muter complètement. Donc, le corps, il se transforme, c'est comme si nous, on changeait complètement de forme, pour ensuite pouvoir voler. Et c'est vrai que là, pour revenir à cette espèce d'aspect érotique, là, je trouvais que les images étaient très intéressantes parce qu'à la fin de ce passage aussi, il y a toute cette idée en fait que les mouches, elles font vibrer leurs ailes très vite, surtout le mâle, pour séduire la femelle avant l'accouplement. Et là, je me disais d'imaginer ce couple, justement, effectivement, à un moment, ils vont faire l'amour sur le bureau. Et puis, il y a en fait toutes ces mouches, donc ces milliers de mouches autour, on pourrait imaginer que toutes les ailes vibrent, et puis comme si on pouvait les entendre. Et je trouvais que ça ouvrait un registre poétique et de métaphore qui fonctionnait très bien, et puis qui, moi, me parlait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait vraiment cette poésie des insectes, cette grâce des insectes. Dans cette scène, il y a vraiment une espèce d'osmose entre ce qui se joue sur le plan humain et ce qui se joue dans le laboratoire. On entend littéralement les mouches voler. Alors dans certains autres passages du roman, c'est plutôt un bourdonnement frénétique qui est pas très agréable, où les chercheurs travaillent dedans à longueur de journée. Ça doit être assez difficile de travailler dans un environnement bruyant comme celui-ci au quotidien et d'être concentré en même temps sur son travail, à trier les mouches au pinceau sous la lame du microscope. Et d'ailleurs, il y a plusieurs passages dans ton roman où tu fais systématiquement passer les protagonistes du rang d'observeur au rang d'observé. Une autre scène se joue aussi dans l'appartement d'Eugène, qui est un minuscule appartement new-yorkais où littéralement il y a la place pour un lit, une chaise, une table et un évier, un 4 murs et un toit, dirait-il, et dirait aussi Justine, c'est juste suffisant parce que finalement la plupart de sa vie il la passe au laboratoire. Et à un de ces moments, il est avec Justine qui l'attend sur son lit, les cheveux étalés comme une soie d'araignée d'ailleurs, et il y a un éclat de soleil qui traverse péniblement les nuages, et tu fais vraiment une comparaison entre ce petit halo lumineux qui arrive par la fenêtre, vraiment, on sent le jour hivernal qui se lève péniblement, qui vraiment luit péniblement dans cet hiver new-yorkais, et où Eugène a l'impression d'être observé potentiellement par quelques causages finalement, par une puissance céleste ou autre, comme s'ils étaient eux-mêmes sous l'œil d'un microscope. Et d'ailleurs, l'image le gêne puisqu'il va tirer les rideaux. Oui. Oui, et ça, moi, je me suis beaucoup amusée. En tout cas, c'était aussi une sorte d'expérimentation pour moi de jouer avec ces images, parce que là, bien sûr que ça devient inquiétant. Parce que ici, bien sûr, si les lois de l'hérédité fonctionnent pour nous,
Alors, est-ce que quelqu'un ne ferait pas les mêmes expérimentations à plus large échelle avec les humains? En plus, bien sûr, là, il y a cette idée de New York comme ville fourmière, cette ville qui ne dort jamais et où en fait ça grouille aussi. C'est juste un changement d'échelle. Et là, effectivement, quand le microscope est, pour ainsi dire, détourné, c'est là où effectivement ça commence à devenir peut-être plus inquiétant et que là, ces images sont plus, oui, sont plus angoissantes. D'ailleurs, on peut parler justement de cette angoisse et puis de la manière dont tu instilles justement le fait il y a le germe qui est toujours là, en fait, d'une santé mentale branlante, hein. D'ailleurs, tu cites même le terme l'esprit branlant dans le tout premier extrait que tu as lu. Vraiment, ça figurait déjà là. Donc, dans l'enfance, l'esprit branlant. Mais on a toujours cette navigation entre vision où apparaissent des insectes divers et variés, des termites, des mouches, pardon, j'ai le terme des abeilles, etc., etc. Et en même temps aussi, quand il arrive à New York et les années qu'il passe à New York, l'oppression de la ville, en fait. On a l'impression qu'il n'est pas, en tout cas dans le récit, c'est ce qui est rendu, c'est la manière dont on peut le percevoir, du moins. Est-ce que c'est volontaire ou pas de ta part? Tu vas nous le dire. Mais vraiment, ce côté d'une ville qui est oppressante pour quelqu'un qui a connu des plus grands espaces, qui a connu le froid de l'hiver, mais qui n'est pas un froid qui transperce comme ça peut être le cas pour le froid new-yorkais. On voit que lui qui est russe, tout le monde lui dit mais comment tu peux avoir froid à New York alors que tu viens d'un pays où il fait plus froid que chez nous, et où il explique que finalement chez lui le froid s'apprivoise alors que à New York pas du tout, il vous tombe dessus, il est perçant, glaçant, et on le prend pas à bras le corps. Voilà, c'est pas une lutte en fait. Oui, et effectivement, ça c'était volontaire de ma part de montrer qu'en fait, il commence à y avoir un basculement à un moment. C'est comme si les strates peut-être s'empilaient pour amener au point de bascule pour Eugène. Et d'un autre côté, à New York, ben, il rencontre Justine, donc c'est bien sûr une figure qui est porteuse d'espoir, ou même bien sûr il va projeter tout ce qu'elle pourrait avoir de la rédemptrice de la muse aussi. Mais malgré tout, c'est comme si on s'approchait aussi avec le fait qu'il travaille beaucoup, que cette ville devient oppressante, et aussi par ce nombre de personnes qu'il côtoie et cette espèce de travail tellement acharné qu'il n'arrive plus à trouver un point d'équilibre, il arrive de moins en moins à peindre. Mais là aussi, moi, ce que je souhaitais montrer, en tout cas dans le livre, c'est que c'est une personnalité fragile qui a cette fragilité et cette propension à avoir des visions depuis l'enfance. Et en fait, divers événements font qu'au bout, ça le pousse, en fait. Et puis, des événements qui sont corrélés et qu'on n'aurait pas pu prévoir, qui en fait s'additionnent, ou comme des fils au bout d'un moment qui stressent pour arriver à l'issue pas fatale, mais en tout cas l'issue tragique à la fin, où en fait il pourra plus fonctionner normalement, et puis il se fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Et du reste, il y a vraiment ce lien entre le décès de la mère, mais le fait qu'il n'y a plus de peinture depuis plusieurs semaines à cause justement du travail très intensif, le fait qu'il voit aussi beaucoup moins Justine aussi du fait que justement il travaille énormément. Et il y a vraiment cette idée aussi d'art comme catharsis finalement, comme moyen d'évacuer certaines angoisses, certains stress, certaines visions aussi potentiellement dérangeantes, en tout cas qui prennent de la place. Je te propose qu'on lise ensemble un quatrième extrait qui rend bien compte justement de l'univers fantasmagorique, des visions extrêmement étranges, empreintes d'insectes, et également de souvenirs potentiellement traumatisants qu'a pu vivre Eugène, et comment il s'exprime et comment il va les exprimer ensuite via son œuvre et son travail artistique. Oui, là peut-être que je préciserai que ce passage a été directement inspiré d'un tableau que j'avais découvert dans l'exposition monographique consacrée à Eugène Gabrichevski, qui avait eu lieu à la collection de l'Art Brut en 2017, parce qu'il a fait toute une série de magnifiques dessins de théâtre, hein, en fait, où on voit des petits êtres sériels. Donc c'était directement inspiré d'un de ses dessins. Un placeur fluet s'avance. Son costume 3 pièces peinant à contenir les ailes qui saillent sous le tissu.
Sa trompe frétille et ses grands yeux dépourvus de paupières me fixent avec intensité, sans que je saisisse le sens de ses paroles. Pardon, dis-je en secouant la tête. Pouvez-vous répéter? La mouche secoue la tête avec indulgence, pose sa patte sur mon épaule et me conduit à une place, juste en dessous de la scène. J'aimerais lui dire que je n'ai aucune réservation, que je n'ai rien à faire là, mais elle ne comprendrait pas. D'ailleurs, elle n'a pas attendu que je m'assoie pour repartir avec hâte, ses ailes frémissant sous le veston bien coupé. « Excusez-moi, dis-je en me tournant sur la droite. Pouvez-vous me dire de quoi parle le spectacle ?» Une grande abeille, serrée dans une longue robe crème, me regarde de ses grands yeux noirs. Je reste fascinée par sa taille, si fine au regard de son abdomen, voluptueux comme des hanches de femme. Elle porte l'une de ses 6 pattes à ses mandibules, laisse apercevoir une langue velue, me faisant signe de me taire. Le spectacle va commencer. Tout à coup, le silence tombe sur l'assemblée, qui cesse tout bourdonnement, portant son attention sur les lourds rideaux rouges qui s'ouvrent comme des lèvres. Ainsi exposée, la scène exhibe un décor de carnaval, où joue un orchestre effréné. Devant de hautes silhouettes gracieuses et masquées, colombines, polichinelles, arlequins, sont-ce des humains déguisés en insectes ou des insectes ayant pris les traits d'humains qui se pavanent sous nos yeux? Dans un bal luxueux, il rit au rythme de la valse des 4 saisons. Là, une libellule danse avec une menthe, tandis qu'une demoiselle s'acoquine avec une coccinelle. Dans leurs pattes, ils tiennent des coupes de liqueur, champagne ou hydromel peut-être, qu'ils vident avec avidité. Des serveurs termites s'affairent à les échanger contre des verres pleins, qu'ils transportent par dizaines sur de grands plateaux. Avides, les trompes des invités se plongent dans les bols de nourriture qui circulent à côté de la boisson. Une mixture qui ressemble à du caviar, mais qui pourrait bien être leurs propres œufs. Et ces êtres dansent, volent parfois, leurs ailes battant au rythme de la musique, alors qu'ils soulèvent leurs partenaires au-dessus de la masse. La profusion des couleurs, des costumes et des décors épuise mes yeux, que je suis tentée de détourner. Soudain, la musique s'arrête, tandis que des lames argentées apparaissent pour se planter dans les chairs. Des corps tombent, et les assassins retirent leurs masques. On a ici vraiment une scène complètement imaginée où des insectes sont humanisés, clairement, qui pourraient tout à fait faire écho à des situations qu'on a pu vivre au moment d'Octobre Rouge, pré-révolution et post-révolution, où on a justement des traîtres qui se sont infiltrés et puis qui ont fait en sorte de faire tomber le régime dans l'intérieur. Et cette vision des mouches félonnes, en l'occurrence, qui vont dévorer les guêpes en s'introduisant dans les nids, c'est aussi repris plusieurs fois dans le roman, en tout cas une fois pour la mouche félonne. Et cette scène que je trouve incroyable dans ce théâtre, où on voit clairement que ces insectes représentent une classe sociale qui est clairement une classe sociale supérieure, et tout à coup on ne sait pas ce qui se passe, et il y a un retournement de situation parce qu'on a des traîtres infiltrés. C'est mentionné dans un certain nombre de documents qui ont trait à Eugène Gabrichevski, que là, il avait vraiment une certaine peur que les événements de la révolution russe puissent essaimer ailleurs en Europe et peut-être arriver jusqu'à lui aux États-Unis. Enfin, il y avait quand même une certaine crainte, finalement, une certaine angoisse liée à ces événements qui ont quand même marqué sa jeunesse. Là, on est clairement dans cette scène, d'une certaine manière, dans une utilisation de... Voilà, c'est une vision en l'occurrence, mais tu l'as dit, tu as utilisé cette scène sur la base d'un tableau que tu as vu dans l'exposition qui a eu lieu en 2017-2018, une rétrospective consacrée à Eugène Gabrichevski à la collection de l'Art Brut. Donc, il utilisait à un certain nombre de reprises l'art comme une catharsis, comme un moyen d'exorciser finalement ce qu'il avait à l'intérieur. Voilà, on a vraiment cette notion de l'âme qu'il faut sortir, et puis le fait que ça lui fait du bien. Enfin, l'art finalement comme thérapie. Aujourd'hui, on parlerait probablement d'art-thérapie parce qu'on est dans une société qui aime bien tout thérapeutiser.
Qu'est-ce que, est-ce que tu aurais, de ton côté, alors c'est pas la bonne question, pardon. De ton côté, est-ce que tu envisages la littérature aussi comme une catharsis? Oui, je pense que c'est clairement une catharsis, mais une catharsis, oui, d'abord, je pense que qui prend vraiment racine quand on est enfant et après qui se prolonge. C'est vraiment ça. Mais moi, c'est vrai que ça me fait du bien et ça me permet de mettre en mots ou d'exprimer des choses qui font plus sens par le biais du langage artistique. Et c'est ce que je recherche aussi dans les autres livres. Après, là aussi, ce que je trouve qui est très chouette avec ce passage, c'est qu'en fait, dans le tableau original, on ne voit pas les personnages. Là, c'est une pure projection en me disant, ah, on pourrait imaginer qu'en fait, c'est des insectes ou des êtres en série. Et puis là, je me suis amusée à montrer des insectes. Et là aussi, je trouve que c'est très beau parce qu'en fait, c'est comme si mon délire d'écriture rejoignait son délire et c'est son terme péjoratif artistique. Et c'est ce que j'ai trouvé fantastique à faire avec ce livre. Alors, tu parles de délire d'écriture. Moi, j'étais en train de penser que finalement, c'est une imagination qui en nourrit une autre. Ce Oui, qui, au final, est peut-être moins péjoratif quand même. Mais effectivement, est-ce que quand on crée, on n'est pas toujours dans un certain délire? oui, je pense que oui. Et moi-même, à la fin, je me rappelle cette scène où le docteur lui demande pourquoi est-ce qu'il peint et qui dit pour faire quelque chose en attendant la fin et en fait pour s'occuper, parce que c'est vrai que ça peut être vu comme un geste inepte, la création, et pourtant ça nous soigne. Et puis ça nous sauve en fait dans beaucoup de cas. Donc de nouveau, effectivement, l'imagination qui nourrit et le délire, mais non péjoratif, vraiment, qui nous permet d'aller plus loin en fait. Et d'ailleurs, à la fin du récit, les deux trames narratives du passé et du présent se rejoignent justement, entre autres, dans ce fameux asile. On va pas divulgacher la fin, évidemment. On vous laisse découvrir. Enfin, voilà, il faut découvrir ce merveilleux roman, La mécanique des ailes de Chloé Falsi. Mais en l'occurrence, on arrive très adroitement d'ailleurs à la fin Merci. de notre podcast. Mais puisqu'on parle de délire créatif au sens propre du terme et de création qui soigne, peut-être qu'on peut parler de bibliothérapie. Et nous, on a une rubrique dans notre podcast qu'on aime bien, c'est le moment où l'auteur invité nous propose un livre dans sa pile à lire. Alors Chloé, dans ta pile à lire en ce moment, que se trouve-t-il? Alors, dans ma pile à lire, là, je me réjouis énormément de lire un livre de Bérangère Cournu qui a été publié au Tripode il y a quelques années, qui est une maison d'édition fantastique française indépendante qui publie vraiment des ovnis littéraires, des fois qui font même complètement éclater les formes. Mais ce livre, c'est surtout sa couverture qui m'a parlé parce qu'on y voit une Inuit qui regarde la banquise avec une lance comme ça. Et c'est un thème très peu traité en littérature. En fait, une jeune Inuit qui va perdre sa famille avec la banquise qui va se scinder une nuit. Elle est séparée de sa famille et elle doit survivre toute seule dans l'Arctique. Et puis c'est un roman d'initiation au féminin, mais vraiment sur un thème fantastique. Elle va, je crois, plus tard être enceinte et puis trouver un compagnon, devenir aussi une sorte de chamane. Et je trouvais que le thème était extrêmement original et j'avais déjà eu l'occasion de lire un texte que j'avais beaucoup aimé de cette autrice qui écrit notamment parfois en vers libre, mais ça donne une poésie extrêmement poignante. Récit initiatique qui se passe chez les Inuits et en plus au féminin, on se réjouit vraiment beaucoup de le lire, en tout cas moi pour ma part. Merci pour cette recommandation de lecture. Et est-ce qu'il est dans ta pile depuis longtemps? Non, il n'est pas dans ma pile depuis longtemps parce que j'ai une aversion des grandes piles. J'emprunte beaucoup aux bibliothèques de Lausanne et j'emprunte vraiment un par un ou peut-être deux à la fois parce que quand j'ai trop de lire à livre, ça m'angoisse parce que je me dis ah je vais pas réussir à tout lire. Donc vraiment c'est un par un et c'est une méthode qui fonctionne bien. J'arrive à lire pas mal de livres comme ça. Mais de nouveau on revient au côté angoissant si j'ai l'impression d'être dépassée. Donc c'est ma façon de tirer le fil. On va éviter les angoisses quand même et terminer cet épisode sur une note joyeuse. On a pour habitude de toujours clôturer nos différents échanges avec nos invités et invitées en posant la même question, c'est-à-dire pour toi, Mona, elle lira comment?
Alors j'ai préparé ma réponse. Mona lira de façon impertinente, avec son petit sourire en coin. Elle lira pour se questionner, se révolter et s'émerveiller. Elle lira comme on creuse, comme on plonge, et ainsi affinera son regard au monde. On te remercie infiniment, Chloé, pour ta participation à ce premier épisode de la saison 2 de Mona lira, le podcast. De notre côté, on se retrouve jeudi 26 février à la librairie L'Inopiné, 4 avenue de Rumine à Lausanne, en présence cette fois de Marie Baird, qui viendra nous parler de son dernier roman, Être de papier. Et on vous invite, si vous découvrez ce podcast avec Chloé Falsi avant la remise du prix littéraire de la ville de Lausanne, à assister à la remise du prix en question le lundi 2 février 2026 à 19h au théâtre Vidi Lausanne. Entrée libre mais sur inscription. Et pensez-y, si ce podcast vous a plu, mettez-lui une pluie d'étoiles et de pouces levés sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la ville de Lausanne et en partenariat avec la librairie L'Inopiné et sa patronne Céline Antelme, qu'on remercie infiniment de nous avoir accueillis chaleureusement de ce très beau cadre. À très bientôt!